Bonjour à toutes et à tous, c'est la première vidéo que je filme en fait depuis que Scrooge est arrivé dans ma vie. Sachez que ça prend énormément de temps d'avoir un chiot, plus le travail à côté, donc j'ai pas eu le temps de revenir comme je le voulais en cette fin d'année 2021. Aujourd'hui on est le 31 décembre 2021, donc c'est moi la toute dernière vidéo que je filme cette année et vous ce sera la toute première vidéo que vous verrez en 2022. Pour cette vidéo j'ai décidé de reprendre le principe que j'avais fait l'année dernière, donc en 2020 j'avais pris 20 livres d'un tag de l'Avent qui traînait sur Instagram, créé par Delphine Olympe me semble-t-il. Et là je refais le même principe, donc je reprends les 24 questions qu'elle nous a posées tout au long de l'Avent et à la place d'y répondre du 1er au 24 décembre, j'y réponds dans cette vidéo du 31 décembre, 1er janvier, peut-être 2 janvier 2022 au moment où vous voyez cette vidéo pour vous présenter quelques-unes de mes lectures cette année. Bon, prenez un thé, hein, ça me semble évident, mais on connaît, à chaque fois je dis ça va pas durer longtemps et finalement je fais des vidéos qui durent 30 minutes, 40 minutes. La première question est votre première lecture de l'année et moi ma première lecture de l'année c'était Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe. C'était le livre qui était au programme de Barocco Lecture entre décembre 2020 et janvier 2021. Je vous l'avais présenté dans une vidéo bilan Barocco Lecture. C'est un livre que j'ai énormément apprécié, que j'ai quand même trouvé assez long par moment. J'ai pas réussi à accrocher à tous les passages, mais c'est un beau roman d'apprentissage. Je souhaitais lire cette année Henri d'Hofterlinger de Novalis, qui est un peu le contre-pied du Wilhelm Meister de Goethe. J'ai pas réussi à m'y mettre, j'ai pas trouvé le temps de m'y mettre sérieusement, donc ce sera certainement une de mes premières lectures de 2022. La question suivante, c'est le livre que vous attendiez à tout prix et moi en 2021, j'attendais Le Diamant de Vincent Tassi, publié chez Mnemos. C'est un roman fantasy de Vincent Tassi. Vincent Tassi, c'est l'auteur notamment d'Apostasie, qui est un de mes romans favoris de tous les temps. Je vous en parle beaucoup, j'en ai déjà beaucoup parlé. Vincent est une personne adorable, d'une érudition folle, avec une plume magnifique, ciselée, travaillée. C'est une des plus belles plumes contemporaines à mes yeux, que ce soit tout genre confondu en fait. Il écrit principalement donc de l'urban fantasy, là de la fantasy, il y a eu des romans vampiriques et en fait entre temps j'ai eu des examens à faire donc j'ai pas pu poursuivre ma lecture, mais les premiers chapitres que j'avais lus m'ont rappelé énormément Salammbô de Gustave Flaubert. Pour moi on était dans la même atmosphère, donc si jamais vous aimez beaucoup Salammbô de Flaubert et que vous voulez vous mettre peut-être à de la bonne littérature de l'imaginaire exigeante, n'hésitez pas à vous tourner vers du Vincent Tassi et notamment vers Diamant, que je reprendrai là cet hiver 2022 avec grand plaisir. Question suivante, un auteur, une autrice découverte cette année. Eh bien cette année j'ai découvert Anna Akhmatova comme poétesse. C'est mon ami John Smith Légendarion qui me l'avait offert l'année dernière pour Noël et c'était le premier livre au programme du club de lecture Barocco pour 2021, donc entre janvier et février 2021, et on en avait fait un live sur Instagram qui est encore disponible sur Instagram Barocco si ça vous intéresse, où on avait lu les poèmes d'Anna Akhmatova à haute voix. On en avait discuté pour celles et ceux qui avaient ou participer à la lecture commune ou qui connaissaient déjà l'autrice en amont. Ça a été une très belle découverte pour moi que Anna Akhmatova. C'est un peu une autrice qui m'a poursuivie tout au long de l'année puisque j'ai terminé une de mes dernières lectures cette année. Ça a été, je vous la présente plus tard, mais Je serai le feu de Digli. Et sur la couverture c'est Anna Akhmatova qui est dessinée. Le scooter est à présent passé. Donc c'est un petit peu une autrice, une poétesse qui a marqué mon année et qui l'a illuminée d'un éclairage poétique, parce que cette année j'ai énormément lu de poésie. J'ai toujours été une lectrice de poésie, mais là cette année j'ai l'impression d'avoir... En fait j'ai pas eu beaucoup de temps cette année 2021 pour moi. Je suis pas plongée dans de grandes sagas fantasy par exemple, dans de gros ouvrages, j'ai pas eu énormément de temps, ou des gros classiques comme je le souhaitais, mais j'ai pu me plonger dans la poésie. Et bon, j'étais très grande amoureuse quand j'étais ado de la poésie, mais là cette année j'ai beaucoup acheté et lu de recueils de poésie. Ensuite c'est l'atmosphère la plus envoûtante, et là ça me permet de vous parler de livres que j'ai lus en cette fin d'année 2021 que j'ai pas pu vous présenter sur la chaîne. Ce que vous entendez c'est Scrooge qui boit un coup.
L'atmosphère la plus envoûtante pour moi cette année, ça a été Ouijigo d'Estelle Faye. C'est le dernier d'Estelle Faye en date qui a été publié chez Albin Michel Imaginaire. Et c'est un roman là qu'elle place sous le signe un peu plus de l'horreur, du thriller historique. Et ça a beaucoup marché sur moi. Il y a un côté énormément trouble, ça se passe dans le grand nord canadien avec une excursion qui part à la recherche d'une autre excursion qui a disparu, avec des personnages extrêmement troublants à l'intérieur, et au fur et à mesure c'est un petit peu ensuite comme un roman policier, c'est tous les uns après les autres commencent à mourir et on suit un des personnages principaux et on voit tous les personnages autour de lui en train de mourir et on se pose mais la question de qui est le tueur ou la tueuse. Et ça m'a vraiment pris. Moi je lis pas du tout de romans policiers, de romans d'énigmes, mais alors par contre Ouijigo ça m'a prise et je l'ai lu mais extrêmement rapidement, alors que j'ai vraiment eu du mal cette année à enchaîner les livres, et là par contre ça a été mais d'une rapidité. Ouijigo incroyable, ça m'a prise. Si vous recherchez un bon policier, thriller historique avec un petit peu d'ésotérisme dedans, de magie, de créatures sales, glauques, n'hésitez pas à lire Ouijigo d'Estelle Faye. Ensuite c'est un livre dont l'écriture m'a ébloui, et là je vous parle du recueil Corps et bien de Robert Desnos. Je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo bilan que j'ai faite cette année. Robert Desnos c'est un poète qu'on m'a recommandé pendant longtemps et je m'y suis pas penchée parce que ça me parlait pas à ce moment-là, et l'une d'entre vous sur Instagram avait partagé un des poèmes de Robert Desnos et je me suis dit il faut absolument que je lise cet auteur. Et je l'ai découvert donc cette année, je suis allée acheter ce recueil là et j'ai été conquise par une partie en tout cas de son œuvre, parce que c'est un poète surréaliste, donc il y a plein d'endroits où on est presque à la limite de l'oulipo parfois, de l'exercice de style littéraire, donc parfois ça ne marche pas du tout sur moi en tout cas ce genre là, mais il y a vraiment des longs moments, des longs endroits dans ce recueil, j'essaie de vous les retrouver. Par exemple tous les poèmes qui sont regroupés dans les ténèbres ont été magnifiques. Je vous recommande vraiment de découvrir ou de redécouvrir Robert Desnos. Pour la question suivante, j'ai un peu hésité mais je l'ai mis dans une autre catégorie, le livre que j'avais prévu de mettre là, et donc malheureusement c'est Maison tanière de Pauline Delabroix-Allard que j'ai mis dans la catégorie plus gros flop. C'est un recueil, c'est un journal avec des photos et ouais, des textes, et en fait autant les photos sont vraiment jolies dans cet ouvrage, autant les textes en lui-même n'ont pas du tout, mais alors pas du tout parlé. J'ai été très loin de ça, c'était pas voilà, c'était normalement le journal, le récit de l'autrice qui s'isole dans une petite maison, donc la maison tanière, et elle nous parle énormément de sa fille, de choses comme ça, de cancer aussi à un moment, enfin vraiment. Et chaque jour elle a pris une photo aussi avec des vinyles qu'elle trouvait, qu'elle faisait écouter. Enfin sur le papier ça pouvait être vraiment sympa. Et au final ça a été quand même très en surface pour moi. J'ai pas du tout accroché à Maison tanière malheureusement. Question suivante, la plus belle couverture. Et là immanquablement je vous présente Je serai le feu de Digli, qui est le recueil publié par Digli autour des poétesses. C'est une anthologie qui parle de 50 poétesses pas assez mises en avant. À chaque fois on a une illustration de Digli, on a une biographie de la poétesse en question, et ensuite on a quelques poèmes de la poétesse, et c'est un ouvrage magnifique. Il est en hardback, il est rose comme ça, c'est donc Anna Armatova qu'on voit ici avec ce doré, cette couverture, ce tissu. C'est un très bel objet livre publié chez La Ville Brûle, et en plus l'intérieur est magnifiquement bien fourni. Si vous aimez la poésie, si vous aimez les femmes qui écrivent, les femmes poétesses, si vous aimez, je ne sais pas, l'atmosphère de sororité vraiment, je vous recommande Je serai le feu de Digli avec toutes ces femmes à l'intérieur. C'est un très bel élan de solidarité féminine je trouve. Et comme je voulais découvrir plus de poétesses après avoir lu Je serai le feu, je me suis tournée vers ce recueil que je lirai en 2022. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour mes souhaits de lecture de 2022. Si jamais ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Et j'ai donc acheté ce recueil Quelqu'un plus tard se souviendra de nous, publié chez Gallimard Poésie. Et donc c'est pareil, une vingtaine ou une trentaine de poétesses regroupées dans cette petite anthologie. La question suivante, c'est un livre que je n'aurais pas lu si... Eh bien si je n'avais pas tenu Barocco Lecture l'année dernière,
et donc chercher à faire découvrir et à redécouvrir aussi pour moi des autrices oubliées. Je pense que je n'aurais pas lu La boîte en notes d'Antoinette Pesquet et que je serais un peu passée à côté. J'en avais déjà parlé aussi dans un bilan Barocco Lecture et dans un live Instagram. La boîte en os, c'est un roman qu'on a été beaucoup à lire cette année, on a été beaucoup à en parler, à redécouvrir Antoinette Pesquet. C'est un peu une réécriture quelque part des Hauts de Hurlevent, La boîte en os. C'était magnifique, enfin c'était un très beau moment de lecture, je vous le recommande. Antoinette Pesquet, c'est une contemporaine de Cocteau, Cocteau l'admirait par exemple, et pourtant son nom est passé aux oubliettes comme pour beaucoup d'autrices, donc merci aux éditions Libretto de l'avoir remise en avant, de nous avoir permis de redécouvrir un de ses romans. Je suis très curieuse de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. La 9e question, c'est un livre qui m'a particulièrement fait écho en moi, et en fin janvier-février 2021, j'ai lu Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, qui est un essai philosophique sur l'amour, un essai littéraire. Voilà, c'est janvier 2021, j'ai marqué donc ça va. Et c'était magnifique. Je lis pas d'essais, enfin si, je suis une lectrice d'essais quand même, d'essais philosophiques pas du tout, d'essais littéraires plus, d'essais de société autour du féminisme et de l'écologie beaucoup, mais là, Roland Barthes, il est venu, c'était un auteur que je voulais pas du tout lire ou relire parce que j'en avais été un peu dégoûtée à la fac. Et là, pour préparer mon podcast sur les Star-Crossed Lovers, j'ai été obligée un petit peu de m'intéresser à des essais autour de la question de l'amour en littérature, et c'est comme ça que j'ai croisé Fragment d'un discours amoureux, au final qui m'a pas tant que ça servi pour le podcast, mais qui m'a tant apporté à ce moment-là de ma vie en janvier 2021, qui m'a... Je me suis sentie tellement moins seule dans ce que je vivais grâce à cet ouvrage. J'en avais fait un post aussi sur Instagram de Barocco. C'est une de mes plus belles lectures de cette année, Fragment d'un discours amoureux, et c'est un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années dans mes lectures également. Je pense que tout le monde devrait lire Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, parce que on est tous et toutes des êtres humains, on est tous et toutes confrontés à l'amour, je crois, dans nos vies tout de même. Question suivante, c'est le livre à la construction la plus impressionnante, et là je pense que je ne peux que vous parler de Décomposé de Clémentine Beauvais. C'est un ouvrage poétique autour de La Charogne de Baudelaire. Le poème La Charogne de Baudelaire, c'est un poème très très connu pour toutes les personnes qui aiment les fleurs du mal, ou pour toute personne qui a été en cours de français. En fait, on a tous et toutes entendu parler de La Charogne de Baudelaire, qui est ce poème sur une charogne en décomposition dans la rue. Et là, Clémentine Beauvais décide de personnifier la charogne, de trouver qui elle est, et de lui donner une histoire. Je ne veux pas tout vous dévoiler parce que c'est vraiment très intéressant, c'est intelligemment fait, la forme marche vraiment très très bien, c'est parfois lointain, on a des dates, on a des formes un petit peu dialoguées comme du théâtre parfois entre Jeanne, donc qui était la maîtresse de Baudelaire, et Charles lui-même, qui se répondent un petit peu sur cette vision de la charogne. Donc ça met à la fois en avant Jeanne, qui est la maîtresse un petit peu mise de côté de Baudelaire, ou juste extrêmement sexualisée souvent, et la charogne en elle-même, à qui on offre un corps, une vie, et à qui Clémentine Beauvais rend hommage dans ce texte. C'est un très beau texte à nouveau sur les femmes, sur la mise en avant des femmes, et je vous recommande parce que moi j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant comme construction, comme idée de reprendre ce poème culte qu'est La Charogne de Baudelaire pour en faire quelque chose à soi, et en même temps de couper l'herbe sous le pied à la misogynie de Baudelaire pour en faire autre chose. Question suivante, le livre le plus engagé. Je ne sais pas si c'est à proprement parler le plus engagé, puisque j'ai lu des essais, comme je vous le disais, sur le féminisme, l'écologie, l'écoféminisme cette année, énormément dans le cadre de mon travail, mais le plus engagé et qui m'a le plus porté, que j'ai absolument envie de vous présenter et de vous reparler dans cette vidéo, c'est Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante, qui au mois de mai-juin m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, m'a fait prendre conscience d'énormément de choses sur moi, sur pourquoi je voulais travailler sur certaines thématiques dans ma vie. Je vous avais aussi parlé dans une vidéo. Dans cet ouvrage un petit peu hybride, on a Isabelle Sorante qui est dans une autofiction, qui
part dans sa tête de la vision d'une sorcière dans un donjon, dans un cachot, et qui va comme ça retracer l'histoire de la chasse aux sorcières et sa propre histoire à elle en même temps. Et on passe par son adolescence lorsqu'elle était victime de harcèlement scolaire, à ensuite le fait qu'elle soit une femme adulte qui n'y arrive pas dans les relations avec les autres et avec les hommes parce qu'elle veut toujours bien faire au mieux pour ne pas à nouveau être rejetée. Et moi c'est un texte, un roman qui m'a poignardée, mais j'ai tant pleuré et en même temps ça a apaisé tellement de choses. J'en avais fait aussi un post sur les réseaux cette année, mais je vous recommande de lire Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante. C'est une écriture qui m'a stupéfaite et j'ai très envie cette année de découvrir plus d'Isabelle Sorante, de me plonger plus dans les autres ouvrages de cette autrice pour voir si c'était un coup de hasard et un coup de chance que Le complexe de la sorcière me plaise ou si c'est vraiment sa plume qui va me plaire. 12e question, on en est à la moitié des livres présentés, c'est le personnage que j'aurais adoré rencontrer, et en fait j'aurais adoré rencontrer Digli. Donc Digli c'est pas vraiment un personnage puisque c'est une femme qui existe vraiment, c'est une autrice illustratrice plutôt connue. Je n'avais jamais lu ses autres romans, Mémoire d'une jeune guenon dérangée, tout ça, c'était trop jeunesse pour moi, ça m'attirait pas. Je connaissais rapidement son travail en tant qu'illustratrice, je la suis depuis quelques années, notamment pour ses chroniques littéraires. Mais là, cette année, elle a publié son premier roman qui est donc Ressac aux éditions La Ville Brûle, qui parle de sa retraite dans un couvent, dans une abbaye, en février 2020, donc avant le premier confinement. C'est un récit très intime, on est dans une autobiographie, dans une autofiction, dans un récit de voyage. C'est un peu flou mais c'est magnifique, ça m'a énormément plu, énormément chamboulé. C'est un livre que j'ai lu au mois de juin cette année et qui m'a beaucoup parlé. On a beaucoup de choses en commun en fait avec Digli. Peut-être que c'est le fait qu'on soit plus ou moins de la même génération, qu'elle soit aussi attirée par l'ésotérisme, par la littérature, par les femmes qui écrivent, par les lieux qui ont une histoire, qui sont chargés par la campagne, enfin quelque chose comme ça de très spirituel, à la conquête de soi, la quête de soi, de se retrouver soi, l'essence de soi, une fois alors qu'on est plongé dans une vie où on nous en demande tout le temps plus, notamment quand on est artiste. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, j'ai adoré Ressac, ça m'a énormément touchée, ça m'a bouleversée. J'ai des passages où pareil j'ai terminé en pleurs et je suis très très heureuse d'avoir pu le découvrir cette année, d'avoir pu le lire, d'avoir pu découvrir Digli, et à la fois dans son travail d'autrice et dans son travail de chercheuse presque pour Je serai le feu. Question suivante, cette fois-ci c'est le personnage que tu n'aurais absolument pas souhaité rencontrer. Et ben aucun des personnages dans Âme perdue de Poppy Z. Brite. C'est un roman que je souhaitais lire depuis des années, Âme perdue. Je souhaitais découvrir Poppy Z. Brite qui est une référence dans la littérature vampirique. Beaucoup d'auteurs que j'aime s'inspirent de Poppy Z. Brite, que ce soit Vincent Tassi ou Morgane Cossarieu dans leurs romans vampiriques, ils citent Poppy Z. Brite comme une inspiration. Donc je me disais bon, il faut que je lise. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre au vu des deux autres auteurs et autrices qui s'en inspirent, donc je savais que ce serait glauque, dur, étrange, très très dérangeant. Mais là, en fait, j'ai pas du tout accroché à Âme perdue de Poppy Z. Brite. Absolument pas. Et tous ces personnages sont infects. On a de l'inceste, on a de la pédophilie, on a toutes les thématiques horribles que vous pouvez vous imaginer, souvent qu'on trouve dans les romans de vampires très trash. Et ben voilà, Poppy Z. Brite c'est la reine, enfin maintenant c'est une femme qui a transitionné, donc maintenant c'est un homme, mais bref, c'était juste infâme. Et donc, mais que ce soit à la fois les humains qui sont horribles, qui commettent des viols à foison et qu'on essaie ensuite d'ériger en héros dans le récit, ou que ce soit les trois vampires complètement zinzin qui parcourent les États-Unis comme ça et qui suintent le sang, le stupre, tout. Oh mon dieu, au secours quoi. Donc je suis contente d'avoir enfin lu de Poppy Z. Brite parce que je sais que je ne veux pas relire de Poppy Z. Brite dans ma vie. Voilà, mais voilà, c'est un classique du genre vampirique qu'il fallait que je lise et que je découvre dans ma vie. C'est fait, mais maintenant je ne veux plus en entendre parler parce que j'en fais encore des cauchemars de ces Molokai et tout, de tous ces Zivazita. Oh mon dieu, au secours. Question suivante, la 14e, c'est un livre que tout le monde aime sauf moi. Et là je vous parle d'un livre dont je me suis débarrassée entre temps, puisque c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden que j'ai lu en début 2021. C'était dans mon Call Winter Challenge de l'année dernière et c'était censé être une réécriture des contes slaves avec une vision féministe.
J'ai rien trouvé de tout ça dans ce récit. C'est un récit qui a été porté au nu, un petit peu comme Le Déraciné de Naomi Novik, que beaucoup de gens aimaient, appréciaient et mettaient en avant, que moi j'avais déjà pas aimé, et quand j'avais dit que j'aimais pas ce récit, tout le monde m'avait dit mais lis alors L'Ours et le Rossignol, toute la trilogie de Catherine Arden sur les réécritures de contes. Écoutez, pour moi c'est kiff kiff, voilà, je peux pas dire mieux que c'était pas bon, ni l'un ni l'autre, pour plein de raisons, et je vous en parlais déjà dans une vidéo, donc désolée si vous avez apprécié ces ouvrages, mais moi vraiment c'est le livre, je ne comprends pas pourquoi tant de gens l'aiment et tant de gens le mettent en avant et l'ont mis en avant. 15e livre que je vous présente, c'est le livre qui m'a le plus déstabilisé, et là je parle de Vertèbres de Morgane Cossarieu. Que serait une année de lecture sans Vincent Tassi, Estelle Faye et Morgane Cossarieu? Une année de lecture perdue. C'est le nouveau roman publié au Diable Vauvert par Morgane. C'est un roman qu'elle cible cette fois-ci pour la tranche ado. Il n'y a pas de vampire cette fois-ci, on s'attarde plus sur la figure du loup-garou, je dirais. Et c'est un roman qui se passe dans les années 90. Quand on est un enfant qui est né dans cette période, on retrouve plein de choses, on parle de Tamagotchi, on parle de Diddle, on parle des minicums, enfin voilà, ça fait du bien de replonger un petit peu dans son enfance, dans sa jeunesse. Et c'est un jour il y a un enfant qui fait kidnapper, et lorsqu'il réapparaît, il y a une vertèbre qui lui a poussé en plus, et ça part de là. Et ensuite Morgane fait intervenir la figure du loup-garou, et elle a toujours sa plume autant incisive, autant trash, autant directe et brute, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi chez Morgane. C'est il n'y a pas de choses qui passent par quatre chemins, c'est très clair, il y a beaucoup d'humour, d'autodérision, de second degré dans son écriture, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est à la fois c'est extrêmement glauque, trash, dérangeant, mais en même temps là c'était drôle quoi, puisque c'est vraiment à prendre avec un certain degré. Le 16e livre que je vous présente, c'est Neige de printemps de Yuko Mishima, puisque c'est le livre le plus poétique de mon année 2021. J'ai participé au printemps japonais d'Antastasia, j'avais fait une vidéo bilan de mes lectures du printemps japonais. Je connaissais pas du tout la littérature nippone, c'était quand même très loin de moi. Je m'y suis plongée à l'occasion du printemps japonais et j'ai découvert des auteurs, enfin un style en tout cas littéraire qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup, mais vraiment Mishima et Neige de printemps, avec ce tome 1 en tout cas de Neige de printemps qui est une tétralogie, ça m'a emportée, mais du début à la fin, j'étais en pamoison devant ce texte, et ça m'a prise comme ça de cette histoire d'amour entre ces deux personnages dans le Japon qui est en plein basculement à la Belle Époque, entre le Japon, l'ancien Japon impérial, et le Japon qui commence à être américanisé, enfin c'est vraiment, enfin en tout cas le Japon qui commence à s'ouvrir au monde. Et toute cette histoire d'amour, ces réflexions sur la spiritualité, la réincarnation, l'amour, la société, les classes, enfin tout ça, c'est... Oh, mais c'était magnifique quoi, sur l'adolescence, surtout sur le fait de s'aimer mais de ne pas le vouloir vraiment, de juste chercher parfois à s'autodétruire un petit peu dans ses amours, ces relations toxiques quoi. Et vraiment, mais ce livre, moi, il m'a bouleversée, et c'était tellement beau. Mishima, mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique. J'ai tellement envie aujourd'hui de découvrir beaucoup plus Mishima cette année en 2022. C'est un des auteurs aussi que j'ai énormément envie de découvrir. Et je me suis fait la promesse en tout cas de tous les 10 ans lire du coup un nouveau tome de Neige de printemps de Mishima pour voilà, donc dans ma vingtaine j'ai lu le premier tome, dans ma trentaine le deuxième tome, dans ma quarantaine le troisième, et qui sait, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas je me suis fait la promesse de laisser du temps à chaque fois entre chaque tome pour pouvoir moi mûrir autant que les personnages dans ce récit vont aussi mûrir au fur et à mesure des époques. 17. Voici mon plus gros pavé de l'année, Anna Karénine de Tolstoï. Pareil, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos bilan du début d'année 2021. C'était une relecture, Anna Karénine, pour moi, que j'avais lu 10 ans auparavant au lycée, et j'avais pas tant que ça accroché à Anna Karénine à ce moment-là, alors que je suis amoureuse d'Emma Bovary, de Madame Bovary de Flaubert, et Anna c'est un peu sa cousine russe quoi, si on veut, enfin c'est ce que l'on dit, et j'avais pas du tout accroché à Anna Karénine quand j'étais au lycée, et cette année, mais cette relecture, donc c'est un pavé qui fait, alors vraiment en lui-même, avant le dossier on est à 1087 pages que j'ai dévoré, que je n'ai pas vu passer. Maintenant je n'ai plus qu'une envie, c'est de lire
Guerre et paix de Tolstoï aussi, de lire les autres romans de Tolstoï et de voir d'autres auteurs de la littérature russe. Mais vraiment, Anna Karénine, c'est drôle de lire et de relire des livres 10 ans après parce qu'on est encore la même personne mais en même temps plus tant que ça. C'est drôle et en fait cette relecture m'a donné envie d'en faire d'autres parce que peut-être que ça permet à des livres qu'on n'a pas appréciés quand on était adolescent, adolescente, de les apprécier une fois devenus plus adultes en fait, une fois qu'on a vécu d'autres choses, une fois... Enfin ouais, moi j'ai eu un éclairage tout à fait nouveau sur Anna Karénine parce que on suit deux couples en fait plutôt dans ce récit et je n'étais intéressée que par le couple d'Anna Karénine quand j'étais adolescente et là d'un coup cette année ça a été très drôle parce que c'est pas tant que ça Anna Karénine qui m'a parlé, c'est plutôt le personnage de Levin vraiment et de Kitty qui m'ont le plus marqué et Anna Karénine à nouveau ça a marqué mon année 2021 même personnellement vraiment de ce à quoi on aspirait ou ce à quoi on pensait être condamné peut-être en tant que personne, en tant que personnage quand on est un petit peu bovariste comme je peux l'être et en fait de se dire en fait c'est pas ça dont j'ai profondément envie ou besoin, c'est plutôt de cette relation là, de cet aspect là de l'amour et voilà et j'ai été vraiment marquée par Anna Karénine, ça me hante encore et donc un de mes souhaits pour 2022 c'est aussi de faire des relectures de grands classiques comme ça, de livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune pour voir quelle lumière ils ont pour moi aujourd'hui. Le livre le plus drôle. Je vous ai fait, ça tombe bien, une vidéo cette année en avril sur les 10 livres les plus drôles. Je vous laisse aller la voir si elle vous intéresse, mais je pense que le livre le plus drôle que j'ai lu cette année, c'est Heures et malheurs du sous-majordome mineur de Patrick de Witt. C'est aussi un livre que je vous avais proposé dans le cadre de Barocco Lecture. Et voilà, moi j'aime beaucoup quoi, moi j'ai adoré cette lecture. On pourrait croire que je n'aime pas vraiment rire, que je suis plutôt quelqu'un de froid, mais j'aime bien l'humour quand il est bien fait, quand il est bien ciselé, quand il est intelligent. Alors faut aimer un petit peu le style rabelaisien, moi ça marche beaucoup sur moi, donc j'ai adoré Heures et malheurs du sous-majordome mineur de Patrick de Witt cette année qui m'a fait mourir de rire. Encore un livre que je vous avais proposé pour Barocco Lecture cette année, je crois que c'est le dernier que j'ai proposé, c'était Bruges la morte de Georges Rodenbach et là il faut que je vous parle du livre le plus émouvant lu cette année. Et j'ai lu Bruges la morte dans un contexte très particulier au mois de mai et ça a été une lecture qui m'a beaucoup marquée. Je ne vous en ai pas parlé ni sur la chaîne ni sur les réseaux, c'est au moment où j'ai commencé à faire un petit peu ma pause des réseaux, mais c'est une lecture voilà, que j'ai énormément aimé. Ça m'a beaucoup rappelé des auteurs que j'aime beaucoup du 9e siècle. Ça m'a un peu fait penser à du Maupassant, à du Théophile Gautier, à ce genre de nouvelles-là avec cet homme qui a perdu sa femme et qui est hanté par sa femme et un jour il croise dans la rue le sosie de sa femme et donc il décide de tout faire pour conquérir cette jeune fille pour un peu retrouver sa femme qui est morte et ça se passe à Bruges, qui est une ville que j'ai visitée plusieurs fois déjà et que je trouve magnifique en Belgique et voilà, c'était magnifique. Il y a des photos de la ville de Bruges aussi à l'intérieur du texte, il y a l'écriture, elle est sublime, ça parle du deuil, de la mort de manière mais sublime. Moi je suis très sensible à ce genre de thématique, à la sublimation de la mort. C'est un roman tout à fait baroque dans ce sens là je trouve et moi il m'a parlé et le contexte dans lequel je l'ai lu en plus était d'autant plus émouvant. Le 20e livre, courage, on est bientôt à la fin, c'est le livre qui m'a apporté des sensations extrêmes et là je vous parle de Thérèse et Isabelle de Viollet le Duc. Au mois de juin, pour le mois des fiertés, j'avais très envie de lire des ouvrages traitant du lesbianisme, du saphisme et un des seuls que j'ai lu en entier, que j'ai eu le temps de lire en entier au mois de juin en tout cas, c'est Thérèse et Isabelle de Viollet le Duc qui est court, il fait une centaine de pages. Je n'avais jamais lu de Viollet le Duc, je n'avais jamais lu vraiment à proprement parler de romans qui mettaient exclusivement en avant le saphisme. Et là, cette relation entre Thérèse et Isabelle, mais waouh, mais c'est des sensations extrêmes dans le sens où je lis pas du tout de romans érotiques, de choses comme ça, c'est pas du tout mon rayon, en tout cas ça me parle pas, mais là, Thérèse et Isabelle, c'était d'une sensualité, d'un érotisme, mais somptueux, vraiment cette relation entre
les jeunes filles que sont Thérèse et Isabelle qui sont comme ça dans un lycée, dans une pension au début du 20e, qui découvrent la sexualité, la sensualité toutes les deux le soir sous leur drap dans le dortoir. Vraiment le fait qu'elles décident toutes les deux dès qu'elles ont juste cette relation toutes les deux, elles s'aiment à la fois et en même temps elles s'aiment pas du tout. C'est juste vraiment un truc extrêmement charnel entre les deux lorsqu'elles découvrent leur sensualité. Et c'est d'un érotisme fou, et j'ai trouvé que c'était divinement écrit et décrit. C'était pas dérangeant, c'était pas un regard, un male gaze en fait porté sur le corps des femmes. La seule fois que j'avais lu une autre relation sexuelle décrite entre deux femmes, c'était dans Les Prédateurs, et je vous en avais déjà parlé que ça m'avait beaucoup dérangé la manière dont c'était décrit, parce que pour moi je voyais très bien que c'était un homme qui avait écrit ses fantasmes lesbiens en fait, et là pas du tout, on n'est pas du tout dans ça. C'est à la fois pur et à la fois pas tellement, enfin c'est vraiment, ça m'a énormément plu, touché, provoqué des sensations extrêmes à la lecture. Thérèse et Isabelle de Violette Leduc. 21e livre que je vous présente, c'est le livre qui a pour moi le plus beau titre, donc c'est Au commencement était la mer de Maïssa Bey. Maïssa Bey, c'est une autrice que je connais parce que je travaille actuellement sur un de ses textes. Dans mon travail, je monte une de ses pièces, et donc cette année j'avais envie de découvrir ses écrits, ses romans. C'est une autrice algérienne, féministe, engagée, et j'ai commencé par Au commencement était la mer. Je l'ai lu d'une traite dans le train cette année, je vous en avais déjà parlé et c'était magnifique. C'est une réécriture d'Antigone avec cette jeune fille, cette jeune adolescente qui va découvrir l'amour dans cette Algérie où tout est codifié, où les relations hommes-femmes sont codifiées, où ça ne peut pas se passer comme on le veut, où les femmes ne sont pas libres, où il y a un poids de la société et de la religion qui est très très fort. Et ce titre, Au commencement était la mer, qui reprend Au commencement était le verbe, ce passage de la Bible. Ça commence pendant les vacances d'été de cette jeune fille, et où elle est à la plage comme ça, et moi je trouve que c'est un titre magnifique, avec ensuite les références à Antigone. Voilà, enfin, je ne peux que vous recommander de lire Au commencement était la mer de Maïssa Bey, et tout comme Isabelle Sorante, c'est une autrice que je me promets de lire en 2022. 22e livre que je vous présente, c'est le livre le plus dépaysant. Et bien là, je vous parle du Voyage en Italie de Goethe, parce que il est en préparation un épisode de Barocco Podcast autour de Venise dans la littérature, que je prépare depuis la fin d'année dernière, mais que je n'ai pas pu achever par manque de temps. Et pour ce podcast, j'ai lu énormément de livres sur Venise, et notamment le Voyage en Italie de Goethe. Goethe qui est parti donc en Italie et qui a tenu un journal, et c'est délectable. Enfin, moi j'aime beaucoup les journaux d'écrivains, voir quand ils ont voyagé, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et bon voilà, quand on aime Goethe, quand on aime l'Italie, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne. C'est un beau journal de lecture, c'est un beau pavé, et c'est drôle. L'Italie, c'est le pays dans lequel personnellement j'ai le plus voyagé, donc voir des villes que moi j'ai vues avec mon regard de personne du 21e siècle, et voir Goethe lui les découvrir des siècles avant moi, enfin je sais pas, il y a quelque chose, à la fois il y a des choses qui n'ont pas l'air d'avoir changé, il y a des choses qui ont l'air d'avoir complètement changé et évolué. Le 23e livre, c'est un prix littéraire lu cette année, je crois que je n'en ai pas lu, donc je passe tout de suite à la dernière question, à la dernière catégorie, qui est un livre pour la route. Et là j'ai envie de vous parler du recueil L'autre moitié du songe m'appartient d'Alicia Gallienne, publié chez Gallimard Poésie. Alicia Gallienne n'est autre que la cousine de Guillaume Gallienne, qui est une jeune femme qui est morte à 20 ans en 1990 d'une maladie du sang, et qui écrivait des poèmes. Et le titre, L'autre moitié du songe m'appartient, m'a marqué. Il faut savoir que à partir du moment où dans le titre il y a le mot songe, généralement j'aime, généralement j'achète, ça c'est sûr. Et là j'ai aimé découvrir une autrice du 20e siècle qui a 20 ans, qui écrit elle écrit de ses, je crois qu'on a des poèmes au début de ses 16 ans jusqu'à ses 20 ans, de 18 à ses 20 ans aussi, on a plusieurs époques de sa vie, elle le pense. C'est une autrice quand même qui vit dans un environnement assez privilégié, hein, assez érudit de base, et donc on sent ses inspirations parfois aussi. On sent ses maladresses, on sent qu'il y a des premiers jets, on est curieuse de savoir ce qu'aurait pu devenir son écriture par la suite. Donc c'est un roman, c'est un recueil de poèmes qui m'a touchée.
Tout n'est pas égal hein, dans ce recueil, parfois il y a des poèmes je suis passée complètement à côté et je les ai trouvés trop candides, enfin trop naïfs parfois, mais en règle générale c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en tout cas que L'autre moitié du songe m'appartient d'Alicia Gallienne. Voilà, c'est tout bon pour cette vidéo 24 livres, 23 pour résumer 2020. Je vous envoie de belles pensées en tout cas. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2022. Je vais essayer de revenir de manière plus régulière maintenant que mon emploi du temps s'est un petit peu calmé et allégé. Je vais revenir avec certains projets aussi que j'ai hâte de vous présenter. Je vais revenir aussi avec Barocco Lecture. Voilà, je vous ferai une vidéo aussi pour vous parler un petit peu du club de lecture, comment je vais réorganiser tout ça. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt, je l'espère.